Bon, évidemment, on ne va pas parler de la Reine d'Angleterre ou du film au titre éponyme, mais bien entendu d'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, avec à sa tête le très grand Freddie Mercury, le chanteur aux presque 4 octaves. Résumons Queen en quelques chiffres. 4 hommes. Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury et John Deacon en 1971. Des multitudes de styles abordés. Rock progressif, glam rock, opéra rock, pop rock, blues rock, hard rock, gospel et bien d'autres. 15 albums studio qui sont restés au total 27 ans dans le top des classements du Royaume-Uni, devant par exemple The Beatles, Elvis ou encore David Bowie. 156 millions d'albums vendus, rien que ça. Et enfin bien sûr, 1991 pour l'année de décès de Freddie Mercury. On connaît tous au moins 2 chansons de Queen. On connaît tous la voix extraordinaire de Freddie Mercury. Ce que l'on sait moins d'eux en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette deuxième gamme d'anecdotes. Il est courant chez les groupes de rock d'avoir une typographie marquée, c'est par exemple le cas pour le groupe de hard rock AC/DC ou bien certains groupes de métal qui abusent notamment de l'écriture gothique. Pour Queen, c'est différent. Ils ont un emblème qui rappelle les armoiries du Moyen-Âge. Ce logo a été dessiné par Freddie Mercury en 1972, soit 1 an seulement après la création du groupe. Ce logo est particulier parce qu'il comprend tous les membres du groupe sous la forme des signes du zodiaque. On retrouve 2 lions pour John Deacon et Roger Taylor qui se situent de part et d'autre de la lettre Q pour Queen, dans laquelle on retrouve la couronne de la reine. On trouve aussi un crabe pour le signe du cancer de Brian May, surplombant l'initiale du groupe. Et enfin, on peut aussi trouver 2 petites fées pour Freddie Mercury de signe vierge. Vous vous doutez bien que je ne peux pas parler de tous les moments marquants et drôles d'un groupe ou artiste en seulement 8 anecdotes. Par exemple, pour Muse, j'aurais aussi pu vous parler de la guitare que Matthew Bellamy a créée et qui constitue un instrument à part entière. Là vous vous dites, c'est quoi le rapport avec Brian May ? Eh ben je vous répondrai que lui aussi a créé sa propre guitare, mais avec beaucoup moins de matériel. En 1963, il décide de se fabriquer une guitare électrique avec l'aide de son père parce que sa guitare acoustique ne lui permet pas de recréer les sons qu'il entend à la radio. Sa guitare, elle a techniquement plus de 2 siècles, parce que le bois d'acajou qu'il a utilisé vient d'une cheminée. Il utilise aussi une lame de couteau pour le trémolo et une soupape de moto pour les ressorts. Une autre particularité du son qu'il arrive à produire, autre que sa guitare, eh bien, c'est qu'il joue avec une pièce de monnaie, alors que les guitaristes de l'époque préféraient jouer au doigt ou avec des médiators. Le mec, c'est un artiste accompli. Pianiste, guitariste, chanteur-compositeur, mais c'est aussi MacGyver. C'est dingue, non ? Si un jour, en vous baladant à Los Angeles, vous voyez un slip accroché à une poignée de porte, il y a des chances que ce slip ait appartenu à Brian May et que vous vous trouvez devant la maison de Dave Grohl, l'ancien batteur de Nirvana. Non, il n'y a rien de bizarre, il y a peut-être quelque chose d'effrayant. Comment c'est possible ? Apparemment, Brian May et Dave Grohl avaient enregistré ensemble en 2000 pour la BO de Mission Impossible 2. Après la session, Brian May appelle le studio en disant qu'il a oublié l'un de ses sacs contenant des affaires de rechange et qu'il viendra le chercher un peu plus tard. Brian May étant l'une des plus grandes idoles du batteur de Nirvana, il fouille le sac comme un petit malin et dérobe le slip sacré. Comme quoi, même des stars peuvent être des groupies. D'ailleurs, vous ne trouvez pas que Dave Grohl ressemble au leader des Foo Fighters ? Si tu n'as jamais entendu ce chef-d'œuvre, il faut que tu ailles l'écouter tout de suite, sinon je refuse de parler de cette pièce. C'est bon ? Bah c'est parti. En 1975, Queen travaille sur l'album A Night at the Opera, mais il manque le morceau qui fera passer cet album de bien à incroyable. En bon compositeur, Freddie Mercury commence à écrire un morceau qui ressemble à une fusion de 3 morceaux différents et qui deviendra bien évidemment Bohemian Rhapsody, qui est un morceau sans qualification possible puisqu'il fait l'ascenseur entre le hard rock et l'opéra. Ce qui est incroyable pour l'époque, c'est que ce morceau a dû être enregistré dans pas moins de 6 studios différents avec de vrais instruments, donc sans aucun synthé, de vrais chœurs, le tout sur un total de 180 pistes. Maintenant, imaginez un monde où ce morceau n'avait pas existé. La fin du monde. L'apocalypse. Et bah figurez-vous qu'on n'en est pas passé très loin. En effet, la maison de disques ne souhaitait pas sortir un morceau aussi long, puisqu'il ne rentrait dans aucune norme, et donc ne pouvait pas passer en radio. Heureusement, Freddie Mercury demanda à l'un de ses amis, Kenny Everett, animateur radio à Londres, de ne surtout pas diffuser ce morceau, ironiquement bien sûr. En un week-end, Bohemian Rhapsody retentit 14 fois dans les ondes anglaises, pour le plus grand bonheur des auditeurs. Mission accomplie. Bohemian Rhapsody sort en single en 1975, et devient 2 ans plus tard, le meilleur single des 25 dernières années. Je pense que l'on peut désormais tous remercier Kenny Everett. Dans cette anecdote, on va parler de Freddie Mercury, le leader à la moustache impeccable. Apparemment, il ne suffit pas de vendre des millions de disques.
d'être 27 ans dans les top charts et d'électriser des milliers de personnes pendant un concert pour ne plus avoir de complexe. En effet, c'est lui qui bégaye lorsqu'il est en face à face avec un journaliste. C'est lui qui cache ses dents de sa main parce qu'il en a honte. C'est lui qui considère ses chansons comme des rasoirs jetables, alors qu'il a marqué le monde de la musique de ses mélodies uniques et de sa voix si spéciale. Il se considérait même comme un mauvais pianiste, et il flippait à l'idée de jouer Bohemian Rhapsody en concert parce qu'il avait peur de faire des fautes. Il avait si peu confiance en lui qu'il commençait à utiliser de moins en moins le piano sur les albums. Et pourtant, c'est bien le seul à être monté sur les épaules de Dark Vador et de Superman. Comme quoi, les apparences elles sont parfois trompeuses. Si je vous disais que de très bonnes idées viennent parfois d'événements inattendus, est-ce que vous voyez où je veux en venir ? En 1971, pendant l'un des premiers concerts de Queen, Freddie joue avec un pied de micro tout à fait habituel, stable, mais peu pratique pour bouger partout. En le soulevant, la base du pied se détache et s'écroule sur la scène. Freddie Mercury étant une bête de scène, il ne se dégonfle pas et il continue de chanter, la perche à la main. Il n'y a rien de sexuel. Et s'en sert même comme une canne pendant les moments de repos. Considérant ce nouvel accessoire beaucoup plus pratique et esthétique qu'un pied de micro classique, le groupe décide de conserver l'objet, qui deviendra aussi caractéristique que la moustache de Freddie et la guitare de Brian. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Ne partez pas tout de suite, je vous assure qu'on parle toujours de Queen. Bon, on sait tous qu'en termes de comportement, les groupes de rock ne sont pas toujours des exemples à suivre. Drogue, alcool, j'en passe. Mais ce n'est rien comparé à la fête du 39e anniversaire de Freddie Mercury en 1985 à Munich. La fête durera 3 semaines. Quoi ? T'as jamais fait une soirée qui a duré 3 semaines ? De très nombreuses choses étranges étaient présentes pendant cette longue soirée, comme par exemple de la cocaïne à volonté, des stripteaseurs, du champagne qui coulait à flot, un nain recouvert de pâté qui se remuait dès que quelqu'un venait se servir en viande, des personnes du troisième sexe, des gâteaux d'anniversaire monstrueux, et le pire, c'est que Freddie Mercury a eu la bonne idée d'immortaliser ces 3 semaines d'extravagance en tournant un clip, au calme, sans pression. Je suis obligé de finir cet épisode en parlant de la mort de Freddie. En 1987, il se sait malade du VIH et enregistre quelques chansons avant son décès, dont Mother Love, qu'il ne pourra pas terminer, Brian May la finira d'ailleurs en chantant le dernier couplet, ainsi que The Show Must Go On, qui est en fait un testament destiné à son public. La légende raconte que lors de l'enregistrement, Brian May ainsi que les autres membres du groupe pensaient que Freddie n'aurait pas la force d'enregistrer le morceau, parce qu'il était extrêmement faible. Pour seule réponse, il aurait avalé un verre de vodka et aurait annoncé à ses amis « I'll fucking do it », et qu'il aurait enregistré le titre d'une seule traite. Le clip en lui-même est une rétrospective de l'histoire du groupe, enchaînant les clins d'œil nostalgiques pour Freddie et à son talent de showman lors de ses 20 années de carrière au sein de Queen. Freddie Mercury décède finalement le 24 novembre 91 à l'âge de 45 ans. Après sa mort, Bohemian Rhapsody et These Are the Days of Our Lives ressortent comme single, dont les bénéfices vont directement à Terence Higgins Trust, une association caritative britannique de lutte contre le VIH. Nous voilà à l'octave, ça veut dire que cette gamme d'anecdotes est maintenant terminée. Mets une petite note en l'air si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi et partage la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux cliquer ici pour regarder la précédente vidéo. On parlera la prochaine fois de kidnapping, de page jaune et de bar karaoké dans la prochaine gamme d'anecdotes.